Rebonjour, mon nom est François Audet, je suis professeur à l'École des sciences de la gestion ici, directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Un plaisir de vous accueillir en salle virtuelle. Je sais qu'on a beaucoup de collègues et amis en Haïti actuellement qui sont là, donc merci de vous être joints à nous pour cet événement qu'on appelle événement de restitution et de dialogue pour un projet intitulé « Défis et facteurs favorables à la mobilisation et à la concertation du secteur associatif, leçons apprises du secteur jeunesse ». Alors, ça apparaît très niché, mais c'est très niché, effectivement. C'est un projet de recherche qui est financé par nos amis du Centre de recherche et de développement international, le CRDI, qu'on remercie d'ailleurs pour leur soutien financier, et un projet qui est effectué en partenariat avec l'Université d'État d'Haïti et ainsi que Jury Média, donc qui sont en salle virtuelle et qu'on aura l'occasion tout à l'heure d'ailleurs d'écouter. J'en profite pour les remercier tous les deux, l'Université d'État d'Haïti et Jury Média, pour leur contribution assez remarquable à cette recherche. Nous avons eu ce matin un atelier plus restreint qui a donné lieu à des échanges particulièrement riches et je crois que, et on en parlera, je ne veux pas brûler les punchs, mais clairement que la jeunesse en Haïti a beaucoup à dire et beaucoup à faire et elle est là, elle est prête pour la suite des choses. Je veux dire aussi que l'atelier est en ligne, il y a une traduction simultanée faite également en créole pour celles et ceux qui ont la chance d'être en ligne. Donc, j'allais introduire mon ami, je vais être sûr de rien oublier. Je vais introduire effectivement la modératrice de cet atelier, de cet exercice, Martine Saint-Victor. Je me déclare, comme vous savez, on est amis, alors il n'y a pas lieu d'être, mais pour les besoins formels de la chose, je vais quand même la vous voyer. Donc, Martine Saint-Victor, vous êtes donc directrice générale d'Edelman Montréal, vous êtes stratège en communication reconnue. On vous voit dans les médias, évidemment dans la presse régulièrement, la Gazette, Radio-Canada et CBC. Je crois que c'est un euphémisme de dire que vous êtes proche de vos racines haïtiennes, qui animent plusieurs de vos engagements, dont certains qu'on a ensemble, entre autres à la Fondation Campé. J'indique aussi que vous êtes également membre socio-économique du Conseil d'institut de l'IEIM. Je vous remercie d'ailleurs pour cet engagement avec nous. Alors, je vous laisse la parole, chère Martine, pour la suite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci François. Vous êtes bien aimable. Merci à François et à Caroline et à l'UQAM pour cette invitation. C'est vraiment un plaisir renouvelé pour moi d'être ici. Et il me fait plaisir, pour commencer, d'inviter Marie-Claude Savard, qui est membre de l'équipe de recherche. Marie-Claude va nous faire une présentation sommaire des conclusions de l'an 2 du projet « Acteurs locaux de la société civile haïtienne, perspectives de concertation pour l'émergence d'un État démocratique ». Marie-Claude, la parole est à vous. Oh, je vais devoir mettre mes lunettes. OK. Alors, il faut résumer un carnet de recherche qui fait 40 pages en interligne simple, en quelques diapos. Alors, très, très rapidement, juste pour contextualiser cette deuxième phase du projet de recherche, donc, qui a été entamé l'année passée, on s'était fixé des objectifs quand même assez ambitieux, dont dégager des connaissances sur le secteur jeunesse et analyser son potentiel de mobilisation. Si vous étiez ici l'année passée, vous vous souviendrez peut-être qu'on avait présenté cette première phase. On s'intéressait également à répertorier, à analyser les différents facteurs, que ce soit des facteurs socioculturels, politiques, historiques, des facteurs économiques qui... Merci pour... Oui, rappel pour les... Je m'excuse auprès des traducteurs simultanés. Je vais ralentir le débit. Donc, deuxième objectif, répertorier, analyser ces différents facteurs-là qui ont un impact soit positif, soit négatif sur la concertation entre les différents acteurs de la société civile. Notre troisième objectif était de dégager des conditions gagnantes
en mettant en place des activités de concertation, des activités d'observation et d'analyse de ces concertations-là pour appuyer la mise en place de concertations à grande échelle. Donc, on commence par des études de cas, des micro-espaces de concertation pour éventuellement dégager des conditions gagnantes qui peuvent être mises à l'échelle. Et finalement, notre quatrième et dernier objectif, c'était d'élaborer des pistes concrètes. Donc, on n'est pas rendu encore à élaborer des pistes concrètes, mais on s'en va vers ça grâce à la participation d'une trentaine de représentants d'organisations de la société civile en Haïti, donc dans la région métropolitaine du Cap-Haïtien, qui ont participé à 5 ateliers de concertation qui ont été organisés par notre partenaire de recherche, Jury Média. On aura l'occasion d'entendre leur directeur nous parler prochainement. Mais on avait aussi un deuxième partenaire de recherche qui est l'Université d'État d'Haïti, le campus Henri-Christophe de Limonade. Donc, ensemble, ces acteurs ont organisé des ateliers de concertation, des ateliers qui ont mobilisé une trentaine d'individus issus de différentes organisations pour créer une forme de laboratoire, pour expérimenter la concertation entre eux et elles. Et on vous présente aujourd'hui, très, très brièvement, les résultats. Donc, étant donné qu'on avait des observateurs sur place, donc des membres de Jury Média et de l'université, on a pu constater que les ateliers se sont globalement déroulés dans un climat de respect, avec une absence quand même assez intéressante de polarisation. On peut supposer que le sujet, les sujets de débat ou de discussion étaient peu clivants, peu polarisants, donc il y avait quand même une belle cohésion qui s'était installée dans ces activités-là. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'au début, les participants qui représentaient leurs différentes organisations, participants et participantes, ont finalement créé une forme de cohésion autour de ces activités-là de concertation, afin de déconstruire un peu les différents clivages ou les différents silos organisationnels pour éventuellement s'entendre sur une piste d'action mobilisante qui tient à cœur à la jeunesse. Et cette piste d'action-là, c'est un plaidoyer en faveur de l'éducation civique, l'éducation citoyenne et populaire. Donc, une plus grande valorisation par l'État de ces occasions-là, mais aussi la mise en place par la société civile de différents espaces de concertation différents espaces d'éducation populaire et d'éducation civique afin de développer certaines compétences essentielles à la gouvernance inclusive et à la participation démocratique. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui influencent la participation et la concertation. Il y a des facteurs exogènes, donc il y a des facteurs qui sont à l'extérieur du groupe, les pressions économiques, les pressions familiales, domestiques en particulier pour les femmes. Donc, on a noté une plus grande absence, par exemple, de femmes dans le groupe au fil du temps. Des enjeux de mobilité. Donc, tout ça, ça découle du contexte, mais on a remarqué qu'il y avait aussi certains éléments à l'intérieur du groupe, donc des facteurs endogènes qui peuvent influencer soit de manière négative, soit de manière positive la concertation entre les différents individus. Donc, finalement, pour arriver à certains de nos résultats, et là, l'étude va se poursuivre encore pendant 1 an, donc c'est pas la fin, ce ne sont que des résultats intermédiaires. Ce qu'on a constaté, en fait, c'est que, au travers de ces observations-là, mais aussi une triangulation avec les écrits, les recherches, les théories issues de la sociologie, c'est que en Haïti, et là, c'est pas moi qui le dis, ce sont mes coéquipiers haïtiens qui le disent, il y a une histoire de fragmentation. Donc, on parle de dynamique, de juxtaposition plutôt que de composition, des dynamiques selon lesquelles les acteurs se côtoient sans nécessairement se parler, sans nécessairement travailler ensemble vers la composition d'un commun. Alors, c'est quelque chose qui a quand même été observé au sein des ateliers de concertation. C'est quelque chose qui s'observe à une échelle plus macro.
dans la société, mais on a vu que ces dynamiques-là étaient aussi répétées au sein des concertations, donc chacun étant potentiellement porté par des intérêts qui leur sont propres. Par contre, on a été capable d'arriver à un projet commun dans cette dynamique-là, ce qui est quand même très intéressant. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y avait une tendance rapide vers le consensus. Donc, souvent, cette tendance rapide-là vers le consensus peut masquer un évitement du conflit ou du débat contradictoire. Donc, c'est quelque chose qui a été soulevé, que certains leaders qui émergeaient de manière un peu organique, spontanée, c'était des leaders qui avaient souvent des capacités oratoires et argumentatives qui étaient beaucoup plus affirmées et qu'on ne remettait pas nécessairement en question leur posture. Donc, ces personnes-là étaient quand même assez influentes dans les processus décisionnels. Donc, ce qu'on a mis de l'avant comme résultat et comme piste éventuelle pour appuyer la concertation, c'est justement le développement de capacités oratoires, argumentatives, au lieu d'éviter le conflit, le débat contradictoire, mais de l'encourager de manière à stimuler ce dialogue-là entre des parties qui se juxtaposent afin d'arriver plus à une dynamique de composition. Donc, c'est pas mal ça les résultats de notre projet. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude pour cette mise en bouche. Il y a 2 semaines, le The Global News Podcast, qui est le balado de la BBC, avait un épisode intitulé « Why There's Hope for Haiti ». Pourquoi est-ce qu'il y a de l'espoir pour Haïti? J'étais prédestinée à aimer cet épisode avant même de l'entendre parce qu'avec son titre, je savais que le travail journalistique était de bonne foi. Pour cet épisode de balado, les journalistes de la BBC ont interviewé divers acteurs de la société haïtienne afin d'assurer une diversité de perspectives, d'expériences et une diversité aussi de visions pour l'avenir. Les journalistes ont donc parlé à des Haïtiens en première ligne, un militant pro-démocratie, une leader féministe et un médecin, 3 résistants qui croient qu'Haïti a un avenir qui vaut la peine d'être défendu. Le dévoilement aujourd'hui des résultats de l'an 2 du projet de recherche est, à mes yeux, aussi un acte de résistance. Chiffrer et sonder la population, c'est rappeler qu'elle existe et qu'elle compte. Chiffrer, sonder et analyser sont aussi une célébration de la science et de la recherche, alors que le pays le plus puissant du monde les vilipende. À travers les résultats, la jeunesse haïtienne, qui représente 35% de la population, a une voix. Une manière pour nous de mieux comprendre ces leaders de demain, ceux qui feront une différence. Et c'est pour cela que oui, il y a de l'espoir pour Haïti. La BBC a raison. Et avec ça, il me fait grand plaisir d'accueillir nos invités et je les inviterai à prendre place. Monsieur Job Pierre-Louis est étudiant au doctorat en management à l'ESG UQAM. Il agit à titre d'assistant de recherche à l'IEIM sur le projet Acteurs locaux de la société civile haïtienne, perspective de concertation pour l'émergence d'un État démocratique. Monsieur Pierre-Louis est aussi membre de plusieurs unités de recherche, la chaire Entrepreneuriat, Altérité et Société de l'UQAM, l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile de l'UQAM et le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Il ne chôme pas. Madame Marie-Denise Sanson-Léger travaille comme chargée de projet de renforcement du pouvoir économique des femmes au siège du CECI à Montréal et elle est chargée de projets qui sont mis en œuvre en Afrique de l'Ouest et en Haïti. Elle a précédemment travaillé avec Oxfam en tant que responsable de programme de production du riz dans l'Artibonite et comme
coopérante volontaire, pardonnez-moi. Elle a de plus assuré la représentation de SUCO en Haïti entre novembre 2018 et mars 2020. Son expérience consiste surtout en le développement économique de filières agricoles porteuses par la création et par le développement de chaînes de valeur intégrant des approches stratégiques pour l'inclusion et le positionnement des femmes et des jeunes. Elle non plus ne chôme pas. Et à distance, M. Abdonel Doudou, qui est juriste spécialisé en droit international des droits de l'homme, fondateur et directeur exécutif de Jury Média. M. Doudou est engagé depuis 20 ans dans l'éducation aux droits humains et le plaidoyer pour la gouvernance démocratique. Il est aussi directeur technique du consortium OCID, qui est l'Observatoire citoyen pour j'ai de la difficulté aujourd'hui, excusez-moi. Pour l'institutionnalisation de la démocratie depuis 2015, il y conçoit et coordonne des campagnes nationales de plaidoyer pour les réformes dans les politiques publiques en Haïti. Mesdames et messieurs, ce sont vos panélistes. Merci d'être avec nous aujourd'hui et surtout, merci pour le travail que vous faites. Alors, Job, je vais commencer avec vous. Parlez-nous un peu de comment la migration massive des jeunes diplômés haïtiens et haïtiennes affecte justement les capacités de concertation et de mobilisation collective qui sont nécessaires pour l'émergence d'un État démocratique et pas seulement pour son émergence, aussi pour s'assurer qu'il perdure. Merci beaucoup et bonjour à vous tous et toutes qui sont ici. Merci pour la question. J'ai écouté récemment l'économiste Eddie Mill, que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent, qui était sur une émission podcast avec Karel et DJ Kenai, qui a répété ceci. 90% des jeunes Haïtiens et Haïtiennes qui ont un diplôme universitaire sont à l'extérieur du pays. 90%. En cela, donc, je ne devrais même pas intervenir parce que le constat est clair. Il y a toute masse critique du pays qui est aujourd'hui à l'extérieur, que vous appelez fuite de cerveau, mais ce n'est même pas une fuite de cerveau, c'est une perte totale de cerveau. Donc, que les États-Unis, le Canada, la France, la République dominicaine bénéficient grandement. Qu'est-ce que cela implique pour la concertation? Bien sûr, c'est qu'il y a déjà le potentiel qu'on a constaté dans notre recherche, que les jeunes ont ce potentiel-là, donc de faire des débats constructifs, de se concerter, de discuter entre eux, de prendre des initiatives même, puisqu'ils ont même formé déjà une commission. Mais le problème, c'est que 90% de ces masses critiques ne sont pas au pays pour participer à cette concertation. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que, automatiquement, il y a près de 10% qui ont un diplôme universitaire. Cela ne veut pas dire que si quelqu'un n'a pas un diplôme universitaire, il ne peut pas participer à la concertation. Mais cela veut dire tout simplement que 90% des personnes qui ont un niveau, je dirais, assez élevé pour analyser les enjeux ne sont pas présents au pays. En ce moment, c'est dire que la migration comme phénomène impacte les dynamiques de concertation parce que les jeunes vont partir, mais ne vont pas partir parce que je veux partir, je veux partir ou je veux aller étudier ailleurs, tout ça. Ça pourrait être une expérience, mais pas parce qu'il y a une crise sociopolitique, il y a une crise économique, il y a une crise sécuritaire qui force les jeunes Haïtiens et Haïtiennes à prendre l'exil. Ce n'est même pas un voyage pour faire, c'est de l'exil. Donc, en ce sens, comme les recherches et les constats ont souligné que la migration, certes, apporte sur le plan individuel ou bien sur le plan beaucoup plus micro pour les familles, les personnes qui voyagent, s'ils trouvent du travail, supportent les membres de la famille et les membres de la diaspora. Mais en revanche, cela signifie tout simplement qu'il y a une perte de capacité dans le pays et ça va perdurer malheureusement s'il n'y a pas un écosystème ou bien un ensemble de mesures qui sont prises pour améliorer le sort de la population. Et malheureusement, la migration comme phénomène va devenir, est déjà un enjeu capital pour la concertation en Haïti. Marie-Denis, je ne sais pas si vous voulez rebondir un peu sur ça.
Je commençais par saluer tout le monde. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour cette opportunité qui m'a été offerte par l'IEIM pour prendre la parole aujourd'hui. Puis je salue aussi M. Abdonnel, que j'ai vu ce matin, que je vous salue aussi comme panéliste. Ce que je dirais par rapport à la question de la migration, c'est que oui, nous avons près de 90% des cerveaux du pays qui sont en dehors du pays, qui sont ailleurs. Mais ils n'ont pas cessé d'être haïtiens. Ils n'ont pas quitté Haïti. Ou Haïti n'a quitté personne, en réalité. C'est un pays, quand on va là-bas, c'est deux choses. Ou bien on déteste, ou bien on aime. Mais ça reste assez colle à la peau. Donc, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, il y a moyen d'organiser, de structurer cette diaspora et ces cerveaux de manière à ramener ces ressources pour contribuer à cette concertation. Et moi, je pense qu'il y a un avenir dans ça, parce que fuir ou bien se déplacer parce que ça ne va pas dans le pays, c'est comme pour moi une sorte de méthode de lutte ou bien de survie, si on peut appeler ça comme ça. Mais si les conditions sont réunies, s'il y a un travail qui est fait pour coordonner tout ça et pour les structurer, il y a moyen, n'est-ce pas, de ramener ou bien de contribuer à cette réflexion qui part d'Haïti puis qui ramène tout le monde autour de la table. Preuve par 10 que nous sommes là, ici aujourd'hui, à parler d'Haïti. Moi, j'ai quitté, ça fait peut-être 6 ans, puis je me suis retrouvée tout comme toi, puis il y a plein de monde ici qui sont haïtiens, qui ont travaillé en Haïti, qui sont dans cette réflexion. Et je pense que ça part de là. Et la recherche, justement, quand on parle de la durabilité des concertations à long terme, parce que c'est à long terme qu'elle a un vrai impact, pour plusieurs jeunes, ça, c'est associé à un financement externe. Est-ce que, selon vous, il y aurait des recours à ce qu'on puisse utiliser ou mettre en valeur des ressources locales pour assurer cette durabilité? Clairement que la concertation, elle va être durable si elle est ancrée dans les mécanismes locaux qui sont déjà prédéfinis. Moi, je plaide pour utiliser les mécanismes qui existent déjà, les mécanismes qui sont prévus par la Constitution haïtienne, les mécanismes qui sont déjà là, qui sont soit inopérationnels par rapport à la question de l'insécurité, ou bien juste prises en otage par un certain groupe qui exclut les groupes dont les jeunes dont on parle aujourd'hui. Donc, ce serait peut-être d'aller regarder ces mécanismes et de les rendre beaucoup plus inclusifs. De faire en sorte que, justement, les jeunes puissent faire partie de ce dialogue en utilisant les mécanismes qui existent déjà, qui sont des mécanismes qui cadrent légalement le droit à la participation, le droit à la liberté individuelle, et qui est reconnu par la Constitution, qui est reconnu par les lois haïtiennes. Je pense que le cadrer comme ça du point de vue légal, ça donne déjà la durabilité. Maintenant, du point de vue du financement de l'extérieur, moi, je dirais deux choses. Je viens de parler de la diaspora, des cerveaux qui sont dehors, mais qui peuvent contribuer aussi de là où ils sont. Vous savez, on peut déstabiliser le pays en le planifiant du dehors. Selon toutes les... Je fais une parenthèse, je la ferme rapidement, là. Au contraire. La planification pour l'assassinat du président Jovenel Moïse a été faite en dehors d'Haïti. Si on a pu planifier ça en dehors d'Haïti, on peut planifier aussi de construire en dehors d'Haïti. Mais parlez-nous de cette construction-là. Justement, je ferme la parenthèse. Oui. Donc. Non, c'est intéressant parce que j'aime beaucoup le propos parce que la diaspora existe au Québec depuis longtemps et on n'a pas été capable de faire... Justement, de la faire intégrer. Je pense qu'à la fois, la qualité des ressources qui sont disponibles maintenant au niveau de la diaspora peuvent être utilisées, mais également la question du financement. Les dernières études qui datent, je pense que de 2021, on parle de près de 4 milliards de dollars par an qui est transféré par la diaspora haïtienne vers Haïti. C'est clair que c'est des financements directs de personne à personne qui permettent vraiment de répondre aux besoins les plus urgents, mais de la même façon qu'on a pu structurer l'aide internationale de manière régulière, on peut aussi utiliser les mêmes méthodes pour structurer, n'est-ce pas, ce financement-là et faire en sorte qu'il va aller financer des mouvements comme ça et permettre aux jeunes
d'être ancrés dans leur culture avec du financement extérieur, mais du financement haïtien parce qu'on y croit. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important à analyser aussi. La troisième chose, mais je veux bien que l'aide internationale, que j'appellerais l'aide internationale régulière, puisse contribuer à ça, puisque de toutes les façons, ils sont avec nous autour de la table pour discuter des problématiques haïtiennes. Maintenant, c'est comment est-ce que cette aide-là est fournie, comment est-ce qu'elle prend en compte les besoins, les demandes qui proviennent directement des jeunes eux-mêmes. L'étude qui a été présentée ici a permis aux universités d'aller récolter les besoins des jeunes. Moi, je travaille sur un autre projet qui s'appelle le projet Agir, financé par le gouvernement du Québec, où on a rencontré des acteurs, des personnalités importantes qui sont sortis avec un cadre de développement stratégique, mais pour le département du Nord, pour 6 communes du département du Nord, on va dire ça comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de discuter, qu'il y a moyen d'intégrer, de reprendre les besoins des gens, des besoins nommés par eux, puis de faire en sorte que l'aide internationale puisse se baser là-dessus pour orienter les stratégies d'apport de cette aide. Ce serait pour moi cette façon-là qu'on peut arriver justement à financer, à avoir un financement extérieur, mais ancré dans les besoins réels, nommés et répertoriés, identifiés par les communautés, dont les jeunes. En tant que membre de la diaspora, je peux vous dire qu'on a soif de directives et de ce genre de projet. Est-ce que Abdonnel est en ligne? Pas encore, d'accord. Job, je reviens à vous. Le mouvement associatif de la jeunesse est moins bien structuré que d'autres secteurs en Haïti. Et pourtant, la jeunesse de la diaspora haïtienne peut être mobilisée. Marie-Denise en parlait. Comment est-ce que pour vous, les acteurs qui sont en place ou cette diaspora peuvent faire partie de la solution? Marie-Denise en a parlé un peu, mais je voulais vous entendre un peu sur les efforts de structuration de la concertation qui ont été faits. Comment est-ce que vous voyez la suite? C'est-à-dire de faire un match entre la jeunesse en Haïti et la jeunesse de la diaspora? C'est d'abord partir, à mon avis, sur une relation qui n'est pas une relation de dépendance comme la diaspora, comme la personne ou bien les personnes qui ont les moyens et qui vont imposer leur directive ou leur dictat sur la jeunesse qui est en Haïti, avec une relation horizontale, très horizontale. La jeunesse haïtienne qui est à l'étranger, qui se mobilise et grandement aussi, qui font des manifestations, qui organisent des activités, qui fait des envois de fonds comme Marie-Denise l'a constaté. C'est plus de 20% du PIB constamment. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une diaspora qui est capable de mobiliser plus de 20% du PIB, c'est-à-dire qu'il y a un souci par rapport, c'est-à-dire que la diaspora n'abandonne pas Haïti comme la réalité en bas des mondes. Mais pour la concertation, c'est-à-dire que le souci, c'est que la jeunesse qui est à l'étranger, beaucoup ne peuvent pas, ou pour une raison quelconque, ne peuvent pas rentrer en Haïti. Mais il y a d'autres enjeux également. Ici, au Québec, par exemple, il y a des jeunes Haïtiens, Haïtiennes qui sont de la diaspora, qui perdent aussi le repère haïtien. Il y a tout ça aussi, c'est-à-dire qui ne se voient même pas comme Haïtiens, comme Haïtiennes. Donc, certains tentent de parler le créole, certains tentent de côtoyer les Haïtiens, mais ils ne se considèrent pas comme Haïtiens. Là-dessus, je vais vous raconter une anecdote récemment dans une activité de Dame Sarah. Dame Sarah, qui, peut-être vous connaissez l'entreprise Dame Sarah. Parlez-nous quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que c'est? Dame Sarah, c'est une entreprise à caractère technique qui est dirigée par Isaac Bosquet, récemment qui a fait un atelier, qui a organisé un atelier sur mon invitation sur le financement et socio-participatif. J'ai rencontré un jeune entrepreneur, je dis jeune comme en Haïti, on est jeune à tout âge, donc qui a plus de 35 ans ici, qui m'a dit que, Job, tu sais que mes enfants ne veulent pas travailler dans mon dépanneur. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Oui, ils disent que
ils ne se sentent pas à l'aise avec les Haïtiens, les Haïtiennes qui viennent, parce qu'il y a toujours un souci de crédit. C'est-à-dire qu'ils sont Haïtiens, mais ils détestent le comportement haïtien. Donc, avec ces jeunes-là, par exemple, ce n'est pas discriminatoire. Ce sera difficile d'associer ces jeunes avec les jeunes qui sont en Haïti parce que ce sont deux réalités très, très distinctes, très différentes. En ce sens, pour que ces deux jeunesses s'unissent, il fallait déjà établir un ensemble de règles, c'est-à-dire règles de non-dépendance, de relations vraiment horizontales. Et puis, ça se fait aussi sur le partage d'expériences. Ce n'est pas que parce que je suis à l'étranger ou bien parce que vous êtes en Haïti, vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas d'expérience. C'est-à-dire c'est de faire de vrais partages d'expérience. Je partage mon expérience, vous partagez votre expérience. On combine nos expériences et on voit qu'est-ce qui va émerger. Non pas une solution déjà faite, mais plutôt une solution qui émerge vraiment de plusieurs jeunesses, soit du Canada, de la France et surtout de la jeunesse qui est en Haïti. Et comment on fait pour, j'aimerais vous entendre les deux sur ça, comment on fait pour renforcer les liens entre la diaspora, la jeunesse ici, qui est membre de la diaspora, et la jeunesse là-bas? La problématique, elle est bien mise sur la table par toi, puis sur plusieurs générations, puis moi aussi, j'ai dû regarder mes enfants épouser la culture canadienne-québécoise. Quel âge a vos enfants? Ah oui, ils sont grands. Non, okay. Vous allez connaître mon âge. Okay. C'est l'âge du cœur. Mon aîné, il a 27 ans, mon plus jeune, il a 19 ans. Donc, ils sont arrivés avec vous il y a 6 ans? Ils sont arrivés avec moi, ils sont arrivés avant moi, puis je les ai rejoints après. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que je les vois aller, puis j'aime bien ce mélange-là. Bien entendu, sur deux ou une seule génération, c'est cette appartenance haïtienne, clairement que mes petits-enfants et arrière-petits-enfants vont les perdre. C'est quelque chose que peut-être que je devrais assumer dans la mesure où les références que j'ai données à mes enfants peuvent s'effriter avec le temps parce que le contexte n'est pas le même, les besoins, les intérêts ne sont plus les mêmes. Donc c'est une problématique qu'il faudra peut-être aborder. Cependant, je pense qu'il faudra avoir une génération d'Haïtiens, Haïtiennes qui établissent des rapports avec Haïti sur la base d'intérêts. Ce que moi, j'ai appris à travailler avec les jeunes, ils cherchent des opportunités de se construire comme personne, et c'est normal. Ils cherchent de l'espoir, ils cherchent la lumière. Pour le moment, l'offre qui est sur la table pour Haïti, on va se le dire honnêtement, elle n'est pas alléchante. Mais si on construit une Haïti où les jeunes ont des opportunités, où on peut avoir un rêve haïtien, on peut amener des jeunes, même s'il n'a plus cette appartenance haïtienne, mais sur la base de son intérêt, clairement qu'il peut retourner là-bas et aller chercher son avenir. Parce que avec les outils, les jeunes, ils sont très sur les réseaux sociaux, ils sont très informés, ils sont très bien outillés, beaucoup plus que ma génération ou la vôtre l'a été. Là. Donc, ils savent où se trouve leur intérêt et ils peuvent faire le débat sur la base d'intérêt, négocier leur intérêt. Et je pense qu'on a besoin de cette génération qui est beaucoup moins émotionnelle que ma génération, la génération de ma mère l'a été. On a été socialisés pour avoir des rapports issus un petit peu, je dirais, mais de beaucoup une socialisation très violente, je dois le dire. Ce qui fait que nos rapports avec les autres, c'est ou bien qu'on est très content, ou bien qu'on est très fâché. Il n'y a pas de juste milieu. C'est vrai. Par contre, un jeune, par exemple, mon fils, ou peut-être quand j'aurai un petit-fils ou une petite-fille, je ne sais pas ce que ça va être. Là, c'est sûr si un jour il décide de le faire, qu'on a un peu votre âge. C'est ça. Ouais. C'est clairement qu'il n'aura pas cette socialisation, il n'aura pas cette lecture qui vient le chercher, qui le rend trop émotionnel. Il va pouvoir tasser ses émotions pour discuter intérêt. Et je pense que Haïti est dans un carrefour où on doit pouvoir le faire. Et c'est de ça que beaucoup de monde parle quand on dit la diplomatie haïtienne, elle devrait être revisitée. Là. Absolument. Parce que ce n'est pas vrai qu'on peut avoir des relations avec les autres, soit qu'on vous déteste, soit qu'on vous aime. Les relations ne sont pas
forcément de là. Les relations, c'est mon intérêt, c'est ça, ton intérêt, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on va faire pour arriver chacun à sortir son épingle du jeu. Et je pense qu'il y a une génération qui va pouvoir le faire. Pour ma génération, c'est pas évident, je te dirais. Job et Marie-Denis, je vais sortir un peu du cadre académique et j'aimerais vous entendre les deux. On parle d'intérêts communs. Comment fait-on pour maximiser ce qui va se passer en juin prochain, c'est-à-dire la participation d'Haïti à la Coupe du Monde? Comment on fait pour maximiser cet événement-là? Tous les yeux du monde seront braqués pendant au moins 3 matchs sur Haïti. Qu'est-ce qu'on fait? À part applaudir et croiser les doigts. C'est ça que je compte faire. Oui. Mais est-ce qu'on peut... Parce que vous parliez d'intérêt commun, on connaît le pouvoir du sport. Est-ce que vous avez une vision ou une proposition? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que membre de la diaspora à part appuyer cette équipe nationale? Je pense que c'est déjà en commun même. Qualifier Haïti, la qualification d'Haïti, c'est déjà en commun. C'est-à-dire tout le monde se mobilise. On le voit, des manifestations en Haïti, partout. Donc ça, c'est déjà en commun. Maintenant, c'est comment on peut l'utiliser, à mon avis, c'est de faire de ce commun-là comme espace un cadre de lobbying, mais pas au sens américain où on va chercher vraiment de privilèges à influencer la politique, tout ça pour déstabiliser ou faire autre chose. C'est d'utiliser ces trois matchs-là ou bien cette plateforme-là, cette vitrine-là pour propulser les aspirations de la jeunesse parce que les aspirations sont là, c'est constaté, mais utiliser ces 3 matchs pour vraiment dire que la jeunesse existe. Même prendre l'exemple de ces joueurs, comment ils jouent partout, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de, peut-être pour celles qui ne connaissent pas la réalité des joueurs, des joueurs, c'est que on va jouer une Coupe du Monde avec un pays qui n'a pas de stade, avec un pays où presque la quasi-totalité des joueurs ne jouent pas en Haïti. Donc, pas de championnat. Donc, c'est récemment, ils essayent de forger un championnat, il n'y en a pas. Donc, avec tout cet exploit-là, on peut mobiliser, de dire, OK, voilà les jeunes, faire de ces jeunes-là, comme ils l'ont toujours fait, des ambassadeurs pour promouvoir la jeunesse. Donc, je pense qu'il y a une opportunité, mais c'est comment la saisir, je ne sais pas. Il nous reste quelques mois pour trouver une solution. Marie-Denise, on va revenir un petit peu à la recherche et surtout à votre expérience du ceci dans les pays fragilisés comme Haïti. Quelles sont, selon vous, les barrières genrées, structurelles, institutionnelles et socioculturelles qui limitent la participation des jeunes femmes au processus concerté pour l'émergence de cet État démocratique? Parce que déjà, quand on regarde toutes les images du gouvernement en place, aussi illégitime, fragile, utilisez le terme que vous voulez qu'il soit, il y a très peu de femmes. Oui. Alors, selon moi, puis selon ce que j'ai lu, que j'entends, des recherches qui sortent, des informations, je pense que ce qui limite le leadership des femmes dans les espaces justement politiques ou les autres espaces de direction, c'est la violence. Elle est centrale. C'est-à-dire, quand je parle de violence, je vois la violence sur toutes ses formes. Il y a la violence... c'est peut-être mon téléphone? Oui. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème, Allez-y. Il y a la violence économique, où on ferme la porte à toutes les opportunités pour les femmes. Non, prenez le temps. Je suis désolée. Non, pas de problème. C'est vos enfants. C'est ça. Non, c'est pas eux. C'est pas eux. Je suis désolée. Je me rappelle avoir fermé le téléphone, mais malheureusement. Il n'y a pas de problème. Alors, je disais que la question de la violence, c'est ce qui, pour moi, est central dans la limitation de la participation des femmes dans les espaces de prise de décision. Bien entendu, comme je le disais tantôt, la socialisation, mais qui est aussi complémentaire à ce que je dis, qui est empreinte de beaucoup de violence. La violence physique, elle est connue, elle est documentée, surtout ces derniers 4 à 5 ans avec tout ce qui se passe en Haïti. Je répète ce qu'a dit la directrice de la SOFA dans l'atelier que nous avons
eu la semaine passée ici à l'UQAM avec justement la directrice de la SOFA, Mme Marie-France Joachim, c'est que le corps des femmes, moi je dis les femmes, ils sont utilisés comme territoire de guerre pour le contrôle des gangs, pour le contrôle du territoire, pour le contrôle de dans toutes les sociétés. Quand il y a un choc, le corps des femmes, il est utilisé, et Haïti fait partie justement de ce schéma-là. Le nombre de viols collectifs est monté à plus de 3000 de femmes, de jeunes filles qui ont été violées, violentées de manière collective. On parle de maisons d'accueil qui passent de à peu près 12 femmes en 2024 à près de 300 femmes cette année. Et ce n'est pas par plaisir qu'elles vont aller se réfugier dans des centres, les femmes qui sont laissées abandonnées. Donc cette violence physique déjà nous amène avec des personnes qui sont mentalement malades et pas aptes à pouvoir exprimer toute leur potentialité. Je fais seulement référence à cette partie de violence physique, je ne vais pas aller dans les violences conjugales. Et on sait ce que ça veut dire dans une société où on a été socialisé pour être derrière les rideaux à chaque fois et tout le temps. Il y a la violence économique aussi, où les opportunités sont prises en otage par un groupe et où il y a très peu de choses qui restent pour la grande majorité de la population. Et bien entendu, les femmes sont en premier plan de cette situation. Elles sont les premières victimes, on va dire, que ce soit de la situation de la pauvreté, de l'insécurité alimentaire. Donc, elles se ramassent avec très peu de moyens, mais également violées, violentées dans les couples, dans les familles, dans les foyers. Ça, c'est un premier aspect, je dirais, sur lequel il faut vraiment travailler de manière à permettre aux femmes d'arriver dans les espaces de prise de décision beaucoup plus libres, de pouvoir prendre la parole, de se sentir, de ne pas avoir peur de prendre la parole, d'avoir une position, de ne pas avoir peur qu'il va y avoir de la chicane plus tard, qu'il va y avoir des échauffourées après. Je pense que ça, c'est des choses que notre société doit s'asseoir et regarder. Cette violence, à un certain moment, elle doit finir. Je parlerai également du fait que les femmes arrivent très peu outillées. Vous savez, même dans l'éducation, quand vous regardez les informations, par exemple, publiées par IHSI, que j'ai lues il y a peut-être 2 ans, c'est qu'il y a une déperdition dans le système scolaire qui touche les femmes de la petite enfance arrivée à l'université. On le voit très clairement, la progression de la quantité de personnes qui laissent le système scolaire, et sur cette quantité-là, le pourcentage de femmes est à 52%. Qui laissent l'école. Qui laissent l'école. Donc, on a des femmes adultes qui existent, qui arrivent très peu outillées pour porter la charge que la société leur demande de porter. Parce qu'en Haïti, il y a la femme qu'on appelle femme potomitan, ou bien femme, ça s'appelle le mur porteur ici au Canada. On veut des femmes potomitan en capacité de faire fonctionner la maison, en capacité d'éduquer les enfants, en capacité de résoudre le problème de l'énergie, le problème de la corvée de l'eau, la corvée de la sécurité alimentaire. Les femmes sont partout et dans tout, mais très peu outillées, avec très peu d'opportunités. Donc, à un certain moment, mais qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Célébrer une femme potomitan, c'est une chose, mais lui donner les moyens d'être cette femme potomitan, c'est une deuxième chose. Et je pense que cette deuxième partie, on le laisse de côté. Donc, tout ça mis ensemble, clairement que on va avoir de moins en moins de femmes dans les espaces de décision, dans les espaces de leadership, parce que c'est comme tout un parcours du combattant pour arriver à avoir une femme en capacité de pouvoir se présenter et se dire voilà ce que je veux. Parfois même la société te dit, mais je me rappelle que quand le président Maniga est mort, il y a beaucoup d'Haïtiens, j'ai entendu des femmes haïtiennes dire que normalement Mme Maniga, puisque son mari est mort, ne devrait pas se présenter aux élections. C'est comme qu'il dirait qu'elle devrait être morte avec lui. Moi, c'est des femmes que j'ai entendu le dire. Est-ce que vous avez entendu ce discours pour Mme Moïse aussi? Pour Mme Moïse, je n'ai pas entendu ce discours. Par contre, je pense l'avoir entendu pour une journaliste très connue d'Haïti. Mme Montas. Non, c'était Marie-Lucie Bonhomme. Son mari était membre du CEP. Quand il y a eu des problèmes au CEP,
Mais automatiquement, on a lié Marie-Lucie Bonhomme à ça, alors que c'était la responsabilité de son conjoint. Elle n'était pas dans le conseil électoral. Mais ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, depuis lors, on n'entend plus cette voix-là. Donc, elle est obligée de payer, n'est-ce pas, les problématiques amenées ou bien qu'on a reprochées à son mari. Ça a été pareil aussi pour Mme Montas. Pour Mme Moïse, écoutez, mais aussi elle, donc quelque part, elle est intimement liée à tout ce qui s'est passé. Donc, à un certain moment, je pense qu'il faut considérer les femmes comme des personnes à part entière qui ont les mêmes droits, les droits reconnus par notre Constitution, parce que notre Constitution le dit clairement, on a toutes et tous les mêmes droits et on a droit aux mêmes opportunités que tout le monde. Maintenant, l'appliquer, c'est une autre chose. Je ne dis pas que Haïti est dernière de classe par rapport à ça. Je pense qu'il y a une réflexion globale et mondiale à faire par rapport à l'exclusion des femmes, par rapport à l'application des lois et de toutes les conventions que tous les pays ont signées. Puis, je n'irai même pas dans toute la question. Je pense que Job a beaucoup d'informations qu'il pourrait nous partager sur tout ce que vivent les femmes dans ces flux de migration, de déplacement interne et externe. Je vous dirais que les femmes, en général, doivent porter les travers ou les échecs de leur mari, demander à Hillary Clinton. C'est ça. Job, parlez-nous un peu de... En fait, j'aimerais revenir sur justement cette réalité des femmes qui doivent quitter, mais comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les dirigeants en Haïti, les hommes, soient plus sensibles à un agenda féministe? Qui doit porter cette voix? Puisque Marie-Denise nous le rappelle, c'est très difficile pour les femmes d'arriver à ce niveau où elles seront vues et entendues par ces hommes d'État. Un gros exercice, donc, parce qu'on a été formé, comme Marie-Denise a dit, élevé, socialisé par une question de il faut être viril, il faut être fort, il faut se sentir homme. Tout est relié pour que, comme les hommes en Haïti, ils doivent être plus forts, plus violents, plus méchants, donc plus de pouvoir, pour sensibiliser des hommes politiques qui capturent déjà l'État avec tous les privilèges qui sont associés à cet État-là, avec des per diem, avec des voitures qui ne s'éteignent jamais, donc qui fonctionnent tout le temps. Donc, le professeur ou bien la professeure, le professeur comme on est en contexte homme, rentre pour dispenser un cours, il est fonctionnaire dans l'administration publique, mais sa voiture ne s'éteint pas. Donc, sa voiture reste dehors à fonctionner pendant 2 heures, 3 heures de temps. Mais je parle d'expérience comme, et je peux citer des noms, je pense, Enek Jachal par exemple, qui était Premier ministre, qui était secrétaire qui était mon professeur de droit administratif. Sa voiture ne s'éteint jamais, jamais. Donc, il y a d'autres expériences. Donc, avec tous ces privilèges qui sont associés aux hommes politiques en Haïti et aux hommes en général en Haïti, et implicitement ou pas, et vous bénéficiez de ces privilèges-là, par exemple, que les femmes fassent la vaisselle, que les femmes cuisinent, que longtemps de cela, que les femmes n'aillent pas à l'école, que ce sont les hommes qui poursuivent. Je suis sceptique par rapport à comment on peut intégrer un agenda féministe dans l'administration ou bien dans le fonctionnement ici. Mais il est nécessaire parce que on ne peut pas continuer avec un État comme on parle d'une recherche de jeunesse où plus de 35% de 15 à 34 ans. Mais c'est un gros clivage, mais on ne peut pas aussi continuer avec un clivage assez important entre les hommes et les femmes également. Entre les femmes qui n'ont rien et les hommes qui ont tout. Donc, en rebrassant ou bien en reconfigurant, il faut nécessairement intégrer les perspectives, je rejoins Eunide là, il faut intégrer les perspectives féministes également dans les décisions publiques, dans tout ce qui aura à faire en Haïti. Sinon, déjà, on a plusieurs jeunesses, on a une société d'hommes et une société de femmes en Haïti, mais on aura vraiment de cas assez considérables entre les hommes et les femmes, et ça va engendrer ce que nous savons de remous, de la haine et de la violence qui s'ensuit automatiquement. Parce qu'à un moment, les femmes ne pourront plus supporter
toutes ces injustices, ne pas aller à l'école, ne pas avoir de beau boulot, de demander tout le temps le sexe, même pour des notes à l'université, il faut toujours un échange de sexe. Donc, à un moment, elles ne pourront plus supporter. Et à ce moment, ce sera la phase où elles vont agir en légitime défense, à qui le droit de procéder par des moyens. Peut-être qu'on ne souhaite pas de dire « oui, j'ai mes droits, je dois vraiment jouer mes droits ». Merci. Abdonnel Doudou, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Je suis désolé, il y a eu ces pépins avec la technologie. J'étais là, je vous suivais depuis un petit peu plus que 15 minutes, mais je ne pouvais pas y accéder comme intervenant. Donc, je suis content d'être là avec vous. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Jamais trop tard, ça nous fait plaisir de vous voir. Marie-Claude en a parlé dans son introduction. On a vu quand même des leaders de la jeunesse émerger, des leaders souvent qui avaient des talents naturels d'orateurs, etc. Comment est-ce qu'on fait pour appuyer le développement continu de ce leadership, mais surtout, comment on fait pour s'assurer de ne pas reproduire ces modèles qui sont ennemis du féminisme, si vous voulez? Là, c'est plutôt une question très complexe parce que ça touche à l'éducation, aux valeurs. Et développer des modèles de leadership pour ce qui concerne la technique, comme vous le dites, il y a pas mal de jeunes qui ont émergé avec des talents divers. Mais comment éviter que ça tombe dans des travers, et comme par exemple l'intolérance? Moi, j'approche surtout cette question de machisme, de système patriarcal, etc., dans une logique beaucoup plus globale d'intolérance. Et ça peut se manifester quel que soit le scénario. Ça, c'est pas uniquement homme-femme, ça peut être aussi entre des hommes et des femmes. C'est des modèles de pensée qui sont axés sur l'intolérance. Comment faire en sorte que ce leadership puisse émerger sans avoir pour objectif de dominer sur les autres, de dominer les autres et d'avoir des objectifs clairement définis autour de soi, égocentriques. Et ça, c'est l'éducation aux valeurs. Et ça commence dans la famille. Et comment s'assurer que dans des familles qui sont acculées à vivre en mode subsistance, parce que c'est cette réalité qui marque la vie de la majorité en Haïti. Il y a des choses, quand on les discute au niveau des couches moyennes de la société, pour la grande majorité de la population, c'est du luxe. Parler par exemple de relations hommes-femmes, équité, et parler de féminisme, etc., c'est des sujets pour la grande majorité de notre population, nous devons le reconnaître, c'est du luxe pour eux. Parce que pour la grande majorité de la population, c'est la subsistance quotidienne. Comment avoir à manger, comment avoir à boire, comment faire pour envoyer ses enfants à l'école, comment trouver où loger sa famille. Donc, quand on est dans une société marquée par autant d'inégalités et d'injustices sociales, c'est très difficile d'aborder ces questions. Toutefois, puisqu'on a affaire à une jeunesse sur les épaules de laquelle repose d'une certaine manière l'avenir du pays, et par conséquent, nous avons le devoir d'équiper ces jeunes de telle sorte qu'ils puissent, ils et elles puissent faire face à leur mission. Donc, l'éducation et le leadership aura, à mon sens, jusqu'à 3 dimensions. D'abord, il doit y avoir une dimension vraiment à accentuer à tous les niveaux, dans la famille et dans les autres espaces de socialisation, comme les médias, les organisations communautaires, les églises qui sont très nombreuses et très influentes en Haïti, les écoles à tous les niveaux, l'éducation à l'éthique publique. Parce que, c'est ressorti dans l'étude que l'on présente aujourd'hui, nous sommes une société qui a été construite un peu trop sur le privé et sur les intérêts privés. Ce qui fait que penser
le bien commun et faire la différence entre ce qui appartient à la communauté et ce qui doit m'appartenir à moi, ce qui doit me revenir à moi, ça crée problème. D'où le phénomène de la corruption. D'où cette violence aussi sur l'arène politique pour pouvoir obtenir la plus large part de pouvoir possible, ce pour avoir accès aux maigres ressources de l'État. Donc, il faut une éducation à l'éthique publique à tous les niveaux. Un deuxième élément important, et dès qu'on parle de leadership, on ne saurait éviter cette question de capacité d'esprit critique, capacité de se forger une opinion autonome, capacité de se forger une opinion objective sur une question et de faire la différence entre son opinion, ou bien les opinions et les faits. Ceci devrait être un domaine à la fois au niveau de la famille, au niveau des écoles, au niveau de tous les espaces, les médias, tous les espaces de socialisation, éduqués à l'esprit critique. Un autre aspect, c'est d'essayer de construire des espaces autonomes et des espaces concrets de développement du service communautaire. Parce que trop souvent, les espaces d'exercice de leadership en Haïti sont essentiellement politiques et ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une très bonne chose dans la mesure où dans cette arène est tellement minée. Quand le jeune qui n'a pas encore d'expérience et que sa première expérience est de voir comment monter une organisation politique pour aller soutenir un mouvement politique, et le risque de tomber dans les travers et de se faire manipuler par les politiques est très élevé. Et ceci nous ramène à un événement historique, je dirais malheureux, le mouvement de 86 qui a rassemblé et beaucoup de gens autour des questions d'intérêt commun. Et il y a eu beaucoup d'associations à émerger dans les communautés. Eh bien, ces associations-là, ces organisations de base ont été malheureusement cooptées, manipulé et maintenant c'est détourné de l'objectif initial qui était le service communautaire. Il y a un problème dans le quartier, comment on se met ensemble pour résoudre ça? Dans le quartier, comment on se met ensemble pour assurer la propreté, etc. Donc c'est de faire en sorte de soutenir ce type d'initiative où le leadership des jeunes se développera autour de services à la communauté, pas nécessairement autour de lutte pour le pouvoir. Et un dernier élément que j'ajouterais à ce niveau-là, c'est l'importance cruciale, et c'est lié aussi à l'éducation à l'esprit critique, d'éduquer les jeunes, et même aussi les moins jeunes, si on veut vraiment construire la démocratie dans le pays, à la pratique du débat contradictoire, du débat argumenté. Ça devrait être un sport national dans ce pays. Parce que le plus souvent, les gens en arrivent aux mains, les gens en arrivent à se chamailler, les gens en arrivent à la violence parce qu'ils manquent d'arguments. Ou bien ils n'ont pas l'habitude de discuter avec des gens qui ont des opinions contraires à eux. Et je le dis souvent dans des interventions publiques, j'ai fait personnellement une expérience de démocratique à l'intérieur d'un consortium formé par Jury Média, l'ISC et le Centre écuménique des droits humains, avec des collègues, des collaborateurs qui sont différents d'âge, différents d'opinions, d'idéologie, etc. Et à chaque initiative, on doit avoir une discussion rude pour trouver le consensus sur lequel il faut avancer. Mais le fait qu'il y a eu une préparation de chacun et chacune de nous autour de comment discuter des idées contraires avec les autres, cela n'a jamais été un problème. Au contraire, ça a été un atout. Un atout dans quel sens? On est sûr que la plupart des initiatives qu'on va engager, on est sûr de s'engager là-dedans sans commettre beaucoup d'erreurs parce que l'opinion de l'autre est remise en question par mon opinion est remise en question par mes collaborateurs et vice-versa, et on les discute suffisamment pour en arriver à ce qui nous paraît le mieux pour le consortium. Et ça devrait être la même chose pour la société, pour la communauté. Bien entendu, il faudrait comme préalable, et comme c'est aussi ressorti dans l'étude, qu'on en arrive à former
une communauté de citoyennes et de citoyens véritablement, c'est-à-dire des gens qui sont animés du désir d'habiter l'espace communautaire avec d'autres gens qui ont le même vécu avec eux, même destin avec eux, pas des gens qui veulent habiter à côté d'eux, des gens, mais des gens qui veulent vraiment habiter avec des gens, avoir à composer avec eux, s'il faut prendre le terme, mais non pas seulement chacun suit son chemin de manière juxtaposée. Alors, tout ceci, c'est de l'éducation aux valeurs, ça prend du temps, et ça demande une articulation entre tous les niveaux de socialisation, tous les espaces de socialisation, de la famille jusqu'à l'organisation étatique. Je vous rassure qu'ici aussi, on a un déficit de l'art du débat. Mais, et quand je dis ici, je veux dire au Canada, Abdonnel, vous avez utilisé à plusieurs fois les termes service communautaire, communauté, espace communautaire. Est-ce que le terme communautaire a encore sa valeur en Haïti? Est-ce que la définition est la même pour tout le monde? Je commencerai par le dernier élément. Je n'oserais pas dire que la définition est la même pour tout le monde. Mais je suis persuadé que le terme est encore pertinent. Et la subsistance, et j'aime pas le terme, souvent les gens parlent, surtout au niveau de la communauté internationale, parlent de la résilience du peuple haïtien. Quand on évoque cette résilience, on évoque justement le terme communauté. Jusqu'ici, quand vous allez dans les communautés, entre guillemets, dans des espaces où la masse de la population fonctionne, un marché public par exemple, quand vous prenez le transport public, vous voyez des réactions parfois négatives, c'est vrai, mais vous voyez aussi une volonté de vivre ensemble, de fonctionner ensemble. Je vais vous donner quelque chose qui m'avait surpris. Et c'était à Port-au-Prince, ce qu'on appelle le marché en fer. J'avais pris l'habitude de contacter un ami qui était là et de passer une partie de mon après-midi, quand j'étais avec quelques semaines de congé, pour suivre la dynamique de ce qui se passe. Et des marchands qui vendent les mêmes produits, et côte à côte, et que l'une se déplace, ou bien l'un se déplace parce que c'est des hommes et des femmes, et puis, il ou elle dit à l'autre, je vais me déplacer, tu fais un coup d'œil pour moi. Et moi, j'ai suivi que, après avoir vendu à un client, 2 clients, 3 clients, et puis une marchande qui dit, ah non, j'ai vendu à 3 clients, et ma collègue, ma consoeur, mon confrère qui s'est déplacé, il n'a pas encore vendu, le prochain client, ce sera pour lui. Ce sera pour elle. Et puis, carrément, le prochain client, et on le sert dans les produits de celui ou de celle qui n'est même pas présent. Juste pour prendre un exemple qui m'avait touché, et ça remonte à quelques années, ça remonte à 2009, mais au Cap aussi, quand je suis revenu au Cap, j'ai été aussi au marché pour constater, particulièrement à la rue Droit, pour constater la dynamique, comment les gens partagent la nourriture, partagent tout, etc., et pour faire la monnaie. Il y a de l'entraide, il y a un sentiment que nous avons un destin commun, un sentiment que nous avons une vie commune. Mais c'est manifesté dans des îlots. Dans des îlots, ça n'arrive pas à se cristalliser dans la communauté globale. J'aime toujours dire que même la situation de l'insécurité qu'on a, c'est dû au fait qu'on veut, en s'occidentalisant à l'extrême, éliminer les communautés et puis sans avoir la possibilité de mettre les institutions. J'aime prendre l'exemple de la sécurité. Donc, on ne veut plus retenir les voisinages. On monte des murs, alors qu'avant, c'était le voisinage. Et personnellement, j'ai fait l'expérience là où je vous parle. On disait, quand on devait louer cet espace pour mettre le bureau, qu'il y a de l'insécurité, les gens qui étaient là étaient persécutés, etc. On a loué quand même. On a été dans le quartier faire le tour, parler aux gens et leur dire qui nous sommes et ce que nous sommes venus faire ici. Et pour les gens qui ont l'habitude de venir à notre bureau, le mur est très bas, la cour est assez libre. On n'a jamais été inquiété. Il y a des fruits sur la cour, c'est pour la communauté.
on leur dit que vous avez accès. Il y a de l'eau, on leur dit que vous avez accès. Il y a des heures où ils peuvent venir et le personnel qui est là les dessert. On n'a jamais été inquiété. Donc, la communauté qui serait un soutien pour la sécurité et l'intégration communautaire qui serait un outil pour la sécurité et la stabilité, on l'a perdu sans avoir le 911. J'aime toujours le dire comme ça, en faisant référence à un système de sécurité, à une police qui fonctionne avec des moyens adéquats qui leur permettent d'intervenir. Donc, c'est ça le drame. Nous avons toujours les communautés, mais c'est dispersé dans des îlots et il faudrait probablement trouver une façon de réinvestir ce qui reste de notre vie communautaire, ce qui reste de notre conduitissement dans des structures beaucoup plus institutionnalisées pour permettre à ce que ça puisse donner des résultats au niveau macro. Merci, Abdonnel. Pour terminer, je vais faire un tour de table et je veux 2 réponses de chacun d'entre vous, mais rapidement. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris des résultats de l'an 2 de cette recherche et qu'est-ce qui vous a le plus fait plaisir dans ce que vous avez lu? Job. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que c'est la spontanéité de la jeunesse. C'est-à-dire quand j'ai appris à travers les comptes rendus ou les rapports qu'elles ont créé déjà une commission pour faire continuer ou bien pour rendre concret ce qu'ils étaient en train d'expérimenter. Ça m'a énormément surpris. C'est parce que les jeunes n'ont pas la capacité de prendre des initiatives, mais spontanément de dire, OK, je vais prendre cette expérience-là pour continuer. Donc, Est-ce que c'est ce qui vous a fait aussi le plus plaisir dans le rapport? Oui, effectivement, de dire, OK, il y a l'espoir qu'on cherche, il est là. Il est là de cette initiative-là, dans d'autres initiatives qui vont être prises, dans toutes les initiatives de jeunesse. Donc, l'espoir est là et avec tout le pessimisme que j'ai, mais je crois que cette jeunesse, avec tout son potentiel, à un moment, va éclore. Marie-Denise, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le rapport et qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir de lire? Moi, j'abonderai dans le même sens que Job. Moi, j'ai travaillé sur un autre projet. C'est un projet pilote qu'on a conduit dans 6 communes du nord d'Haïti. Ça s'appelle le projet Agir, financé par le gouvernement du Québec, le MRIF. C'est un projet où le CECI ne s'est engagé à pas grand-chose, en disant que, écoute, voici le contexte, on va essayer de voir si on peut établir un dialogue structuré entre des Haïtiens et des Haïtiennes. Mais on a dit qu'on ne promet rien, donc on a mis des résultats juste pour pouvoir suivre le projet avec des indicateurs, comme pour tout projet. Mais on a été très, je dirais, loose sur la fin, sur le rapportage, etc., etc. Mais j'ai été agréablement surprise de voir à quel point les Haïtiens avaient besoin justement de s'asseoir et de dialoguer. Au-delà des divergences d'opinion, mais ils étaient là et ils se sont engagés. On veut ça, voici notre point de vue. Et ça a été très clairement dit, mais au-delà des compétences, des capacités, du sexe, du rôle. On a eu vraiment beaucoup d'acteurs et d'actrices, beaucoup de personnalités importantes qui se sont assises et pour dire, OK, voilà. Et ça, on est arrivé à le faire en 1 an. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et c'était le même feedback que j'ai eu dans le cadre de ce rapport, c'est qu'il y a des jeunes qui se sont mis debout pour dire que voilà ce qu'on veut. Ce qui m'a le plus plu, c'est que dans le rapport, il y a des recommandations faites à chaque groupe d'acteurs, à chaque groupe de décideurs. C'est-à-dire, quand on va publier ce rapport, l'État haïtien va aller dans le rapport et prendre sa part pour dire que dans les recommandations, voilà ce qui me revient. Dans les recommandations, l'international, les ONG, les bailleurs de fonds, ils vont aller là et dire voici ce que les jeunes en Haïti ont dit et voici ce qui me revient, voici comment je devrais orienter ma politique dorénavant. Et je pense que ça, c'est assez clair comme besoin de dialogue et ça permet, on ne peut plus être clair là. C'est ça. Voilà. Et les discussions dont vous parlez, le rapport le dit, a été fait dans un environnement serein.
Ouais. Bon, bien entendu, quand on a affaire à des jeunes, c'est toujours agité. Il y a toujours des jeunes, je ne suis pas d'accord. Mais quand même, la participation a été là. J'ai entendu le professeur de l'Université de Limona dire oui, on a réalisé des ateliers dans un environnement très échauffé. Là. Mais bon, c'est normal avec des jeunes pleins d'énergie, ça ne peut pas donner autre chose. Bien sûr, merci. Abdonnel, et pour vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans le rapport et qu'est-ce qui vous a fait le plus plaisir de lire? Bon, je vais commencer par ce qui m'a surpris. J'étais surpris de voir ce qui a émergé comme problématique centrale au bout de 3 ou 4 ateliers. Après beaucoup de discussions, il y en a eu un atelier, il y a eu tellement d'idées, on n'a pas pu trouver de consensus. Il a fallu procéder au vote carrément pour essayer de déblayer le terrain. Et j'étais agréablement surpris de voir que, à la fin, cette thématique s'est révélée ce qu'il fallait, effectivement. Et ceci n'est pas venu de l'équipe de recherche, c'est venu des discussions et ça s'est émergé comme le titre du rapport, comme l'axe central du rapport. Et ça s'articule aussi avec le cadre théorique de la recherche quand on lit le rapport et qui touche une problématique centrale qui ne concerne pas uniquement les jeunes, mais qui concerne, c'est sociétal, ça concerne la société haïtienne. Cette question de comment passer de la juxtaposition à la composition et ce volet d'éducation civique et populaire qui permet de construire les compétences pour aller dans cette direction. Ça, pour moi, ça a été une agréable surprise. Et ce qui m'a beaucoup plu, est-ce que je dois le dire, Denise, la prise, c'est les recommandations. C'est des recommandations très concrètes, très focalisées et qui, pour moi, comme praticien et surtout intéressé au plaidoyer, donc pour moi, c'est du pain béni. Donc, j'ai du matériel tout prêt pour faire du lobbying auprès des différentes instances, que ce soit des pouvoirs locaux ou du pouvoir central, ou que ce soit le pouvoir en place ou bien des candidats, des candidates. J'ai de la matière pour leur dire, voilà ce que la population attend. Et j'en profite, si vous me permettez, pour répondre très rapidement à une préoccupation qui est exprimée sur le chat. C'est quelqu'un de Petit Gouave qui a dit pourquoi est-ce que ça a été fait dans le nord Cap-Haïtien et pas dans l'ouest, surtout à Petit Gouave. Eh bien, c'est l'expérience qui a été faite pour pouvoir trouver les éléments. Mais si vous allez voir, quand vous lirez le rapport, si vous ne l'avez pas encore lu, vous verrez que l'ensemble des analyses ne se limite pas à la zone métropolitaine du Cap-Haïtien et les recommandations non plus, c'est des choses qui peuvent servir à tout le monde. Et là où vous êtes à Petit Gouave, vous pouvez travailler avec des associations de jeunes, des organisations sur ces recommandations-là, de telle manière à pouvoir aussi pousser le même agenda comme c'est fait dans le Nord. Merci. Merci. Et là, je crois qu'on a un partenaire de l'Université d'État, Henri Christophe, dans le campus sur Limonade. Est-ce qu'ils sont en ligne? Oui, professeur Saint-Amand est là. Bonjour. Alors, on vous donne la parole pour entendre vos perspectives. Oui, bonjour à tous et à toutes. J'ai entendu l'intervention de M. Doudou sur la question de la communauté. C'est une intervention assez intéressante, mais si l'on veut analyser la société haïtienne à partir de Ferdinand Tonise, par exemple, qui a un texte assez intéressant, le passage de la communauté à la société. Et à partir de ce texte, on peut dire qu'on voit la société haïtienne en constante transformation. Aujourd'hui, la majorité de la population est urbaine, mais cette transformation, les mécanismes qui vont avec cette transformation ne sont pas encore là. C'est-à-dire la possibilité de donner, d'échanger, de discuter, d'avancer des arguments dans des débats contradictoires ne sont pas encore là. Les valeurs rurales, les valeurs communautaires guident encore les comportements. À ce moment-là, il faut un saut qualitatif pour pouvoir entraîner les gens dans des rapports impersonnels où c'est l'argument qui prévaut, où on accepte la position d'autrui, même si on n'est pas d'accord. Je pense qu'on peut creuser là-dessus, mais pour le rapport proprement dit, l'un des points qui me marque, c'est surtout parmi les recommandations, c'est cette possibilité
dupliquer cette expérience à d'autres groupes de jeunes, des jeunes qui ne sont pas dans le milieu associatif, par exemple, des jeunes qui sont dans la rue, qui sont marginalisés, de pouvoir faciliter cette possibilité de participer, d'avoir leur mot sur le fonctionnement de la société. Je pense que c'est un rapport qui reste très ouvert, donne la possibilité de l'enrichir à travers d'autres expériences. Merci beaucoup, Monsieur Géraldo Saint-Armand. Job Saint-Pierre, merci. Marie-Denise Sanson-Léger, merci aussi. Abdonnel Doudou, merci beaucoup. Et je laisse le mot de la fin à Siné Leclerc du CRDI. Mais mesdames et messieurs, c'était vos panélistes. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup pour en fait à deux reprises puisqu'on a eu ce matin une première série d'échanges sur cette deuxième année et on s'en va vers la dernière déjà, mais je trouve qu'on est à un moment critique du parcours et en même temps c'est un moment critique pour Haïti. On sait que 2026 va être un moment particulier à bien des égards et l'espoir qu'on a évidemment avec les recherches qui sont produites et puis avec notre mandat qui est le nôtre au CRDI, qui est celui de financer de la recherche qui a de l'impact, qui produit des changements. Ça peut être des changements sociétaux, ça peut être des changements politiques, ça peut être des changements de discours public. Toutes ces recherches et toutes les premières avenues qui ont été dessinées vont aider dans l'année qui vient et voilà, dans un moment opportun à alimenter une discussion qu'on espère franche, parfois difficile, mais nécessaire dans le contexte haïtien. En tout cas, je voulais remercier du coup aussi l'ensemble des panélistes et notre modératrice pour la discussion et en espérant vous retrouver l'année prochaine avec d'autres événements et d'autres produits pour cette recherche et d'autres aussi qu'on a la chance de pouvoir soutenir au CRDI puisqu'on a plusieurs projets évidemment sur Haïti et avec un intérêt bien particulier. Merci. Merci beaucoup. Caroline et François, je vous redonne la parole. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? C'est ça, en fait. Donc, on aurait peut-être le temps pour une ou deux questions. J'en ai une qui était déjà posée dans le chat, alors je vais me permettre de la poser. Donc, Caroline Doyon de l'IEIM. Donc, on a une personne à distance qui nous pose la question « Comment connecter la jeunesse de la diaspora à celle de Haïti? » Donc, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des choses que vous aimeriez donc mettre de l'avant? Alors, voici une question qui nous vient en ligne. Merci. À part les matchs de foot en juin. Merci beaucoup. Donc, c'est à moi de répondre, non? À vous okay. Deux. Oui. Donc, il y a quelque chose qui a été frappant dans les résultats, c'est que je reprends ce qu'ils ont créé, c'est de la commission, mais aussi elles ont proposé des plateformes. Donc, puisqu'elles ont déjà proposé des plateformes, c'est-à-dire pour rejoindre, et ce n'est pas dans le contexte de la diaspora, bien sûr, mais c'est une aubaine pour reprendre Abdonnel, c'est du pain béni. Donc, comme il y a déjà des plateformes qui ont été proposées, on peut aussi prendre ces plateformes-là, donc qui vont être créées pour connecter avec des plateformes qui sont à l'extérieur du pays. Par exemple, il y a le Parlement jeunesse en Haïti, ça fonctionne toujours, je pense, mais il y a le Parlement jeunesse et dans d'autres pays, il y a des commissions de jeunesse, il y a les chambres de commerce de jeunesse, il y a beaucoup de plateformes qui existent. Maintenant, c'est trouver un moyen de connecter ces plateformes. Heureusement, on a les outils technologiques pour connecter ces plateformes-là et puis de partager les idées et puis pour faire sortir de nouvelles propositions pour agir. Très bien. Marie-Denise, et pour vous? Ben, écoutez, rien de tel que l'université pour mettre les gens en communication. Et je pense qu'une étude qui a été réalisée entre deux universités, une canadienne et une haïtienne, déjà, c'est un bon point de départ pour mettre les jeunes en communication. Puis, comme je viens de le dire, les outils technologiques permettent vraiment aux jeunes de voyager d'un pays à un autre sans devoir se déplacer. Je pense que c'est un très bon outil qu'ils pourraient utiliser.
Mais ici aussi, au Québec, il y a vraiment de très, très bons modèles de gouvernance et d'éducation à la citoyenneté. Moi, je suis partie faire un tour sur les sites, le site du gouvernement du Québec. Il y a plein, mais vraiment plein d'outils et d'expériences qui existent déjà, qui sont prêtes à être partagées. Et j'avais discuté aussi avec mon agent au MRIF qui me disait, écoute, je connais telle plateforme, on pourrait les mettre en contact. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'initiatives qui pourraient remettre les jeunes ensemble afin de pouvoir partager sur leur contexte et aussi sur les modèles qui sont développés ailleurs et qui pourraient être adaptés à leur réalité. Très bien. Caroline, est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? En salle, oui. Bonjour, mon nom est Angelo Duchesne, je suis étudiant au baccalauréat en communication stratégique et relations publiques. Ma question est simple, c'est comment éviter la désinformation, plus particulièrement sur les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, comme tout le monde le dit et le sait, c'est comme une arme à double tranchant. Ça permet de mettre à la disposition de tout le monde un maximum d'informations. Le défi, c'est comment les filtrer et trouver l'information là où il faut. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, je pense. Et il y a plein aussi de modules de formation qui sont disponibles pour accompagner les jeunes, accompagner des groupes aussi, ça n'est pas obligé d'être des jeunes, pour comment justement et aller chercher l'information, comment le situer, se dire cette information-là, elle est viable pour le tester avant de pouvoir le divulguer. Ou bien de pouvoir le republier aux gens, ou bien de pouvoir aussi l'intégrer comme vrai. Je pense qu'il y a une éducation à faire de ce côté-là et il y a des modules, des plateformes qui existent déjà et qui l'abordent. Moi, là, je dirais aussi comment utiliser ou bien comment former les gens à réduire la violence qui se propage aussi au niveau des plateformes, des réseaux sociaux. Comme je parlais tantôt de la question de la violence, il y a beaucoup de messages de dénigrement pour des femmes qui sont connues, pour des femmes, soit des chanteuses, des actrices qui sont connues et qui prêtent vraiment, qui fait circuler la haine autour d'une personne qui devrait peut-être être légalement gérée. Par exemple, ici au Canada, publier des photos d'une intimité de quelqu'un est criminalisé. En Haïti, on n'est pas encore rendu là. Donc, c'est clairement vous dire qu'il y a moyen d'ajuster nos lois ou bien de légiférer carrément pour limiter toutes les dérives qui pourraient être amenées par les réseaux sociaux. Donc, en plus de la formation, de l'éducation, mais également avoir des lois qui cadrent ça et qui, un petit peu, je dirais, pour dissuader les gens de dénigrer les autres ou bien de faire de la diffamation, etc. etc. Job, comment est-ce qu'on fait pour combattre la fake news? Les réseaux sociaux arrivent, bien heureusement, à libérer la parole, afin que chaque voix compte. Ça, on l'apprécie, c'est une forme de démocratie où chacun peut parler. Mais le danger, c'est que chacun est journaliste, chacun est influenceur. C'est ça le danger. Donc, un petit rappel, c'est qu'il y a une législation numérique maintenant en Haïti. Je ne l'ai pas encore lu, mais je connais quelqu'un qui travaille dessus, qui s'appelle Jameson Pierre-Louis, qui a travaillé sur ce document-là, c'est-à-dire la législation numérique en Haïti. Je ne sais pas ce qui est dedans, mais tout semble dire qu'il va criminaliser les gens de pratique. D'autres problèmes, c'est que pendant que la parole se libère à travers les réseaux sociaux, mais la désinformation se propage aujourd'hui, n'importe où. Si tu écris, par exemple, une information, avant que une personne vérifie, une personne partage, il y a un slogan en Haïti, ou parler pour 1000 ans là. Si tu postes quelque chose, quelqu'un dit dans un commentaire, ou parler pour 1000 ans, c'est-à-dire tu parles pour 1000 années, c'est comme tu dis de très belles choses. Ça fait que ça tourne, sans même vérifier. Au moment où vous allez apporter des rectifications, trop tard. Ça fait déjà autant de dégâts. Pour combattre, et pour revenir à ta question, pour combattre la désinformation, c'est-à-dire qu'avec la législation, oui, la loi existe ou va exister, mais il y a aussi la capacité pour que cette loi soit opérationnelle. C'est-à-dire,
la force de répression de cette loi aussi. Donc, il faut que l'État ait les moyens nécessaires de traquer, d'identifier les personnes qui font circuler de fausses informations pour donner l'exemple. Sinon, on va avoir la loi qui va être là, comme beaucoup de lois en Haïti, mais les désinformations, les pratiques de désinformation vont continuer et ça va être dommage pour toute la population, mais pour toute personne qui va être subie va être victime ces de mauvaises ça. pratiques, va être victime. Merci. Merci. Alors, nous y voilà pour vrai à la fin de l'événement. Merci à toutes et à tous dans le public, en ligne, dans la salle. Ce fut un plaisir de vous retrouver encore une fois cette année. Donc, joignez-vous à moi parce que elle a déjà remercié les panélistes, mais joignez-vous à moi pour remercier non seulement les panélistes, nos partenaires, le CRDI, mais également, évidemment, notre modératrice d'aujourd'hui, Martine Saint-Victor. Au nom de l'IEIM, j'ai quelques petits messages de conclusion à faire. Le premier est que peut-être certaines personnes d'entre vous n'avaient pas vu le dit carnet de recherche dont on parle depuis le début. Sachez qu'il est en ligne depuis hier sur le site de l'IEIM, très facile à trouver puisqu'il s'agit sur la première page, mais il y a également quelques copies papier à l'arrière. Donc, maintenant que vous savez tout sur le carnet, vous pouvez vous-même faire votre propre idée. Donc, sachez qu'il est là, ce carnet. Il s'agit du deuxième carnet de recherche parce que ce projet de recherche donc, a une durée de 3 ans. L'équipe de recherche m'indique également qu'il y aura beaucoup d'autres livrables, réalisations, activités dans les prochains mois de cette dernière année du projet, notamment des épisodes de balado qui vont se poursuivre en créole également. Donc, des publications, des vidéos et bien d'autres choses. Également, dans 1 an, on se retrouve pour l'événement de clôture du projet. On a beaucoup de travail à faire d'ici là. Donc, vraiment, un gros merci à l'équipe de recherche dont plusieurs membres sont ici aujourd'hui pour leur contribution des derniers mois et de tout le travail qui reste à faire pour la dernière année. Donc, sur ce, merci beaucoup et bonne fin d'après-midi. Merci. Merci.